Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver vendredi 11 décembre. On est ensemble pendant 2 heures. Nous allons commenter l'actualité à partir de 11 heures, évidemment, revenir sur les déclarations, les annonces plutôt de Jean Castex hier. Il faudra sacrifier le 31 décembre. Dites-nous ce que vous en pensez. On va en parler du 31 décembre parce qu'évidemment, la télé va être là et elle sera peut-être allumée chez vous. Ce sera d'ailleurs notre question du jour dans un instant. Pour débattre ce matin, le club de la presse média, c'est Maxime Guény, bonjour, qui est avec nous, journaliste. Bonjour Valérie. Journaliste média, bonjour à vous. Vous êtes, on vous voit évidemment chez Cyril Hanouna extrêmement régulièrement, et puis vous allez présenter, vous nous en direz quelques mots, les plus grands magiciens du monde, les Mandraques d'Or. Et oui, le 1er janvier. Absolument, le 1er janvier. On en parlera. Passé le nouvel an avec Maxime. Fabien Randane, bonjour, vous êtes journaliste média, culture au journal 20 minutes. Bonjour à vous, merci d'être là. Vous êtes extrêmement documenté et pointu parce qu'on parlait de DSK, on va en parler de l'affaire DSK sur Netflix. Vous connaissez pas les taux d'audience, mais en tout cas comment c'est regardé dans chaque pays. On va en reparler. Alors la question du jour, Gilles. Du coup, on s'est dit qu'en étant confiné, vous n'allez pas vous pouvoir sortir le jour du réveillon à 20h. Allez hop, tout le monde reste à la maison. Pas de cotillon, pas de champagne ou sinon juste à la maison. On s'est dit que vous alliez évidemment regarder sûrement plus la télévision que d'habitude le soir du 31. Alors qu'est-ce que vous allez regarder? Je vous donne le programme, Madame Expert. Il y a le Bêtisier sur TF1 qui sera présenté par Christophe Beaugrand. Alors Stéphane Bern sera à Versailles, sous les moulures de Versailles, avec un feu d'artifice à Versailles. Ça a beaucoup fait parler, on pourra en discuter. Revenir, ouais. Patrick Sébastien sera sur C8. Alors ça, c'est le vrai coup fort de la chaîne C8, puisque ça s'appellera The Fiesta, avec des extraits des meilleurs moments. Et c'est lui. Ça rappelle des choses. Et oui, c'est lui qui va vous souhaiter la bonne année sur C8. Quel pied de nez au service public et à France Télévisions. Et puis on vous propose évidemment en quatrième. Alors on peut pas tout mettre sur Twitter. On peut mettre que 4 suggestions. Et donc évidemment, fallait mettre une suggestion. J'éteins ma télé et je reste avec ma femme, mes enfants et le foie gras. Ce que vont nous dire nos auditeurs, on regardera pas la télé, mais aussi en fond comme ça. Sébastien pour se marrer ou le Bêtisier. Non, c'est pas votre truc. Je sais pas, Fabien, vous allez regarder quoi? Eh bien, il y a une contre-programmation d'M6 qui va diffuser le concert de Mylène Farmer, celui de 2019. Ça m'étonne pas de vous, ça. Voilà, donc je me dis, quitte à avoir qui a de la musique en fond, elle n'a pas de voix. Donc, il y aura que la musique. On va refaire le débat. Non, on va pas refaire le débat, mais oui, c'est une bonne contre-programmation. Et Maxime Guény? Ça sera divisé par 4, 30 minutes TF1, 30 minutes France 2, 30 minutes C8. Comment il est consensuel. Vous regarderez pas la Suisse, quoi. Vous êtes corporate, vous dites donc, non, vous allez faire quoi? Vous allez regarder la télé, Maxime, le 31? Vous avez prévu quoi? Vous savez, généralement, les programmes du 31 décembre, vous le mettez en fond. C'est comme le 25 décembre, vous mettez en fond. C'est-à-dire, vous avez une oreille, un petit peu, mais vous n'êtes pas vraiment concentré là-dessus. Donc, un programme musical est, selon moi, la meilleure alternative. Donc, c'est Fabien qui a la meilleure proposition. On va voir ce que diront nos auditeurs dans un instant. Allez, on va commencer avec le zapping de Gilles. Que s'est-il passé à la télévision hier? Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. Valérie, le rideau est tombé sur les théâtres, les salles obscures vont le rester et pas question de retrouver les muses au musée. Oh oui, j'ai un peu écrit. Oui, j'ai écrit ce matin, j'avais du temps. Et Jean Castex a douché des espoirs de la culture et du divertissement. Les établissements recevant du public, dont nous avions prévu la réouverture au 15 décembre, resteront fermés 3 semaines de plus. Les conditions posées pour leur réouverture ne sont hélas pas réunies. Il s'agit principalement des cinémas, des théâtres, des salles de spectacle, des musées, mais aussi de l'accueil du public dans les enceintes sportives, dans les cirques, les parcs zoologiques ou encore les salles de jeux et les casinos. Un Jean Castex qui est donc resté sourd aux suppliques. Pourtant, Pascal Praud, le matin même, il avait hurlé sur CNews. Il doit être un petit peu sourd, notre Premier ministre. Quand est-ce que vous allez comprendre que les théâtres et les cinémas, ça n'a pas de sens, que c'est essentiel à la vie? Mais comment vous le dire? Que le théâtre et le cinéma, c'est essentiel, et la culture? Comment faut-il le dire aux gens? Rouvrez les théâtres. Attendez, il y en a marre. Attendez, mais franchement, est-ce que j'ai dit? Eh ben, dites-le.
Dites-le. Jean-Marc, vous êtes beaucoup plus... Dites-le. Bon, Dites moi, pour je le ouvrir dis les pas parce théâtres. que je suis pas, j'avoue que j'ai Moi un je doute. suis, mais c'est un scandale. Mais oui, ce qui se passe en France, c'est une honte ce qui se passe en France et personne n'ose le dire comme ça. Alors rouvrez les théâtres, rouvrez le cinéma, rouvrez la culture, c'est essentiel. Alors est-ce vraiment essentiel? En effet, il y a la colère des comédiens et des propriétaires de théâtre, mais dans cette bronca, une voix est dissonante, celle de Mathieu Kassovitz sur BFM hier soir, et pour lui, c'est pas essentiel. Non, c'est pas essentiel, excusez-nous, mais c'est pas essentiel dans la situation dans laquelle on est, non, c'est absolument pas essentiel. Vous avez la télé, vous pouvez très bien regarder les films à la maison, vous avez des livres à la maison. Je suis très content d'être en France et je suis très content de ce que fait le gouvernement avec tous les trucs, mais je me sens protégé. J'ai besoin de protéger ma famille, j'ai besoin de protéger mon père qui a 82 ans. Et le moins les gens communiquent et moins on prend de risques, mieux on est. Et je trouve ça intéressant que des politiciens fassent l'inverse de ce que veut la population, l'ensemble de la population. On veut tous sortir. Mais et qu'ils sont obligés de le faire parce qu'ils nous protègent et c'est leur travail. Étonnant, hein, ce son. Ouais, De mais qui correspond, je pense que nous on en reparlera à 11h, c'est vrai que je trouve qu'il y a un décalage dans les sondages et dans l'opinion exprimée, en tout cas dans les sondages des Français qui sont relativement d'accord avec ce que dit le gouvernement et qui disent globalement qu'ils vont respecter, et c'est ce que dit Mathieu Kassovitz, mais c'est effectivement une tonalité dissonante. Sur le plateau de Jean-Marc Morandini sur CNews, alors hier ça a fait un peu polémique. Odon Vallet, vous savez, c'est un spécialiste de religion, a eu un éclair, une idée, la lumière fut, et mal lui en a pris, tollé sur le plateau de Jean-Marc Morandini. Vous allez voir l'idée qu'il a eue, c'est incroyable. Il faut des choses qui frappent le grand public. Ouais. Et pourquoi pas une Miss France musulmane? Je suis sûr. Mais enfin, on va pas y dire la Miss France sur sa religion, Odon Vallet. Ça n'a pas de sens. Mais si, ça. Mais non, ça n'a aucun sens. Diviser la société française. Vous n'êtes pas assez people. Je suis. Non, ça n'a aucun sens, Odon Vallet. On va pas demander aux Miss France leur religion quand elles vont concourir. Tout le monde le saurait. Mais on n'en a rien à faire. Mais tout le monde le saurait. Ça n'a aucun sens, Odon Vallet. Geneviève de Fontenay serait très contente. Mais on s'en fout. Et puis, on s'en fout. Et si ça se trouve, il y en a déjà une, d'ailleurs. Bon, moi, je voudrais une Miss végétarienne éco-responsable, vous avez vu, pour être moderne. Oui. Le monde fout le camp, je vous dis, ma petite Valérie. Petit à petit, ce monde n'a plus la raison. Du coup, deux humoristes ont imaginé, vous connaissez, avec Fabien et puis Maxime, le jeu Qui suis-je? Vous savez, les petites languettes, est-ce que j'ai des lunettes, est-ce que... Et donc, un couple d'humoristes a imaginé le jeu Qui suis-je en 2020, où il faut respecter tout. Et puis, ils ont utilisé évidemment l'écriture inclusive, parce que on est un peu obligé. Donc, il et elle devient Yel. Bonjour. Redécouvrez le jeu mythique de votre enfance, version 2020. C'est un homme ou une femme? Yel est non-binaire. Yel est blanche ou noireux? Yel est 36% amérindien-indienne, 27% libanaise, 19% suisse sèche et 18% néo-zélandaise. Est-ce que l'on peut sincèrement dire de cette personne, sans l'offenser par un éventuel body shaming, est-ce qu'on peut dire que cette personne est en situation de surpoids? Non mais écoute, je préfère vraiment qu'on puisse rester en dehors de toute considération liée au physique ou à la beauté. Fabien, j'ai vu. Mais c'est du décalage, ça se moque de notre époque. On peut plutôt dire. Mais oui, mais on se moque toujours des mêmes. C'est ça aussi le truc, quoi. Voilà, on en fait un sujet finalement, alors que les choses, l'écriture inclusive, enfin l'inclusivité, on en fait au quotidien quand on dit bonjour madame, bonjour monsieur. C'est une forme inclusive. C'est pas forcément que des points. Dans Maxime, il a des jolis sapins derrière lui, dites donc. C'est vachement beau. Vous avez vu ça? J'ai fait l'effort. On est tellement dans une période morose que j'ai mis très tôt mon sapin et je me mate beaucoup de téléfilms de Noël. Bon, très bien. Et pour finir, allez, un petit bonus, c'est vendredi. Vous savez, on a notre chouchou à nous deux, Valérie Bertrand-Huskla, qui fait Brut, a sorti un nouveau sketch. Cette fois-ci, il parodie les séances de vaccination. Un génie, je vous dis. Alors, on a du Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Pfizer, 95%. Oh, celui-là il tape, hein. Alors, vous voulez quoi? Un peu de tout. Eh ben, ça part sur un menu découverte. Pour faire simple, un vaccin, c'est un virus qu'on a rendu inactif. C'est-à-dire que ça a l'air dangereux, mais c'est parfaitement inoffensif.
comme la capoeira, l'IGPN ou un pédophile dans un club de briques. Regardez-le effectivement si vous avez Twitter, il est sur Facebook aussi, non? Oui, Bertrand Twitter, Huskla. Facebook, absolument. C'est très drôle, des c'est petites très parodies. drôle. Alors juste avant qu'on parte en pub, des réactions de nos auditeurs, Stéphane nous dit, et sur Sud Radio, il y aura quoi? Eh ben il y aura une grande soirée musique pour danser, me dit Bruno Dubois, notre directeur d'antenne. Pas à plus de 6, c'est évidemment. De ça, vous, absolument. alors, vous me soufflez, Et ben oui, Valérie, sur Sud ça. Radio, il y a une grande soirée musique pour danser et s'amuser. Et puis à 20h, un loft spécial où Yvan Cujou s'interviewera, fera parler un petit peu des chanteurs, sur des artistes, sur la soirée. Alors, si on Et veut. puis beaucoup de gens nous disent, c'est vrai qu'on est un peu old school, c'est-à-dire que il y a quand même Netflix, hein. Il y a quand même bien sûr, beaucoup on n'avait pas fini de parler. d'autres propositions. Donc Sabrina nous dit. Mais c'est bien que nos auditeurs pensent à écouter Bien Sud Radio. sûr que qu'est-ce que vous voulez faire d'autre, invité restreint, donc sûrement Netflix, et jeter un coup d'œil à Patrick Sébastien sur la 8, pardon, une rediffusion. Il y a assez de chaînes en 2020 pour trouver un autre programme. Au pire, une chaîne musicale en fond, et puis voilà, c'est effectivement une question très comment on dit, boomer. Oui, ok, boomer. Voilà, il y a d'autres choses. Allez, pub, et on se retrouve dans un instant pour vous parler des programmes de Noël, vous parler un petit peu des petits fights qu'il y a. Voilà, des DSK, et puis des petites polémiques ici ou là. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. Vous le savez, le vendredi, c'est le club de la presse média. Gilles, alors on a un auditeur qui s'appelle Gilles. Alors je vais peut-être rappeler nos invités. Maxime Guény, journaliste média, et Fabien Randan, journaliste média également, média culture au journal 20 minutes. Et c'est un auditeur, Maxime Guény, qui vous demande si vous allez couper du bois avec votre chemise de bûcheron. Et il dit qu'on vous voit moins. C'est vrai que j'ai pris un peu de muscle pour ça, vous inquiétez pas. Non, moi malheureusement, je ne coupe pas de bois, je suis sur des bougies un peu artificielles. Voilà. Et notre auditeur voulait savoir pourquoi on vous voyait moins dans TPMP. On vous voit un peu moins. C'est vrai qu'à une époque, c'est vrai que je le faisais quasiment 5 jours sur 5. Là, ça fait 4 saisons. Et pour tout vous dire, j'ai un contrat d'1 fois par semaine. Donc en fait, je le fais 1 à 2 fois par semaine. Donc c'est déjà très bien. Et puis d'autres activités. D'autres activités, absolument. Les tournées, la presse écrite. Donc c'est bien de se divertir. C'est bien de se divertir. Absolument. Il faut se diversifier. On commence peut-être un petit tour de table. Sur les programmes de Noël. Sur les programmes de Noël, oui. Alors donc sur les programmes de Noël, donc il y a le bêtisier de TF1. Il n'y a plus vraiment de grandes soirées en direct, festives. Stéphane Bern à Versailles, Patrice Sébastien sur C8. Voilà, pour rappeler, vous pouvez aller voter sur Twitter. Et il y a une petite polémique qui a été lancée par Cyril Hanouna. Écoutez. Et c'est Stéphane Bern qui animera le réveillon à Versailles, au château de Versailles. C'est à l'image du pays. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Moi, je trouve que franchement, sincèrement, je trouve que c'est une connerie. Mais oui, je dis la vérité. J'adore Stéphane. Non, mais j'adore Stéphane. Mais arrêtez, à Versailles, est-ce que c'est le moment de faire le réveillon à Versailles? Mais c'est raccord avec je suis pas langue de bois, je dis la vérité. C'est une connerie. C'est raccord avec ce que nous on faisait pendant des années. On a vécu une année. Du populaire et puis voilà, on fait Versailles. Non, mais c'est ça. On a vécu une année où les gens, les artistes, ils ont pas pu travailler. Il y a plein de gens qui se retrouvent dans la merde. Il y a plein de gens qui n'ont pas pu ouvrir leur restaurant. Il y a plein de gens qui n'ont pas pu faire plein de choses. Il y a les gens du voyage, je pense aux gens. Et eux, ils vont faire une soirée, le service public au château de Versailles. Non mais les mecs, on dirait que c'est... Ils tendent le bâton pour se faire battre. Ouais, mais on les battra jamais parce qu'ils sont au-dessus des lois. Ouais, non, désolé. Il se passe rien. En plus, je m'entends bien avec eux. Sébastien, donc il en a profité. Vous n'êtes pas d'accord, Valérie? Bon, non. Non, moi je suis pas d'accord, mais je vais laisser parler nos journalistes. Fabien Randan, ça vous choque? Oui, moi ça me choque pas, c'est un peu une tempête dans un verre d'eau. Stéphane Bern à Versailles, Patrick Sébastien, lui, sera à l'Olympia, alors que les artistes peuvent pas chanter, pas faire de concert. On peut aussi chercher la polémique et la petite bête de ce côté-là. Donc après c'est un choix éditorial de la chaîne, de France Télé. Je veux dire, c'est pas parce qu'il faut pas faire du misérabilisme non plus. Je veux dire, Versailles, ça coûte pas. C'est un endroit qui existe, on monte pas un Barnum. Non, mais il y a d'autres symboles dans lesquels on peut aller. C'est le symbole qui reprend. On passe de Sébastien à Versailles quand même, c'est un gros déclin quand même pour le service public. Maxime Guény. Et pourquoi pas sortir d'un studio classique, donner du sens en allant dans l'un des plus beaux fleurons de notre patrimoine, et surtout assurer une contre-programmation radicale face aux bêtisiers de TF1. C'est faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui a été aussi proposé l'année dernière. Donc je pense que ce sera sympa. Et la plus-value, c'est qu'on pourra assister à un magnifique feu d'artifice lancé dans les jardins de Versailles.
Ouais. Gilles, notre auditeur, toujours, Hanouna avait dit il y a 2 ans qu'il ferait le 31 en direct. On attend toujours comme sa banque du cœur. Bon, voilà, ça c'est un petit tacle pour Cyril Hanouna. Mais c'est compliqué de faire un direct. Ça coûte très cher et il faut payer un peu. Tout est doublé en fait. Mais moi je trouve que c'est une fausse polémique. Je vois pas l'intérêt. Enfin, je vois pas pourquoi on n'irait pas à Versailles, comme dit Maxime. On a un bel endroit. Ça coûte pas tellement plus cher et ça coûte pas cher. L'endroit est là, il ne paye pas et au contraire. C'est montrer, c'est donner, apporter un peu de gaieté. On n'est pas obligé d'être misérabiliste. Non, mais c'était par rapport à l'année qu'on avait vécue, c'est ce qu'il disait. Vous l'auriez fait où vous auriez été directeur des programmes de France 2, vous auriez fait quoi? Moi je pense que j'aurais fait une rétro de l'année avec des comiques, avec des choses comme ça un peu drôles pour rigoler. Un truc vachement neuf et moderne, quoi. Non, pas du tout, c'est ce que fait le Canada depuis des années, madame. Oui, mais ils savent le faire. Donc, voilà. Vous voyez de quoi je parle comme émission. Bon, passons sur cette polémique qui n'en est pas une pour moi. Parlons donc de ce qui est numéro 1 sur Netflix, le documentaire événement sur l'affaire DSK, Chambre 2806, l'affaire DSK donc c'est en 4 épisodes, si je puis dire, réalisé par Jalil Lesper, mini-série documentaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Fabien Randan? Alors, on disait que c'était numéro 1 en France et ça cartonne aussi à l'étranger. Hein. Oui, c'est dans le top 10 de plusieurs pays. Ça marche très bien en Suisse, Luxembourg, je crois au Maroc, en Lituanie, en Irlande, en Islande. Enfin, voilà, j'ai pas les résultats pour les États-Unis sur le site internet que je consulte. C'est pour quelqu'un qui n'aurait pas suivi cette affaire-là, c'est un bon moyen de mettre ses connaissances à jour et d'avoir une vision d'ensemble des faits. Et puis même quand on connaît plutôt bien cette affaire, et même ces affaires, puisqu'il y a aussi les questions de l'affaire Tristan Banon et de l'affaire du Carlton de Lille, c'est aussi une bonne, effectivement, mise en perspective de ce que cette affaire a pu provoquer par rapport à MeToo. Est-ce que c'était c'est l'angle C'est un peu le point de départ. D'ailleurs, Tristan Banon a republié le livre qu'elle avait écrit avec une préface pour mettre en perspective ce qui s'est passé depuis ce jour-là. Mais c'est même si on connaît l'histoire, on apprend des choses. Maxime Guény, vous en avez pensé quoi? Je trouve que la grosse force du doc, c'est d'avoir non seulement le témoignage de la romancière Tristan Banon, qui a eu, on rappelle, des déconvenus avec Strauss-Kahn en 2003, et le témoignage aussi au même titre de Nafissatou Diallo. Et chapeau aussi sur le travail de réalisation, l'image, la musique, c'est chiadé comme on aime. Et surtout, à la fin du visionnage, je me suis dit, c'est quand même... C'était pas si longtemps que ça, c'est il y a quelques années à peine, mais les archives sont d'une violence folle. L'arrivée de DSK menotté, la scène au tribunal, on se serait cru en fait dans New York unité spéciale. Et point positif, je trouve que le traitement est plutôt impartial dans le doc. Il est très complet et même les employés du Sofitel ont été interrogés. Alors, il y a ceux qui se défendent DSK, il y a ceux qui sont contre lui. On en sait un peu plus sur Nafissatou Diallo. Parce qu'elle parle, il faut dire que Nafissatou Diallo, c'est la première fois qu'on la voit s'exprimer face caméra sur le sujet. Donc c'est vrai que c'est un... Elle l'avait fait à l'époque sur une chaîne américaine, en interview face à face, mais dans un documentaire, c'est une première en effet. Ouais. Il y a Jack Lang qui visiblement n'a toujours rien compris et toujours... moi j'étais très choquée par ses propos parce qu'il continue de défendre DSK avec des propos sur le viol ou la contrainte sexuelle qui n'en serait pas. Je sais pas, vous avez aussi relevé ces propos de Jack Lang? Oui, les propos de Jack Lang, et c'est vrai qu'on voit que dans les mentalités, ce documentaire permet justement par rapport aux réactions, aux images d'archives, de montrer comment les mentalités ont évolué depuis et assez rapidement par rapport à la place qui est laissée à la parole des victimes. Mais on voit qu'il y a encore quand même des résistances, une forme de déni peut-être, ou d'indulgence. Et puis il y a, dans le genre de propos de Jack Lang, pour rebondir, il y a aussi les propos de Thierry Ardisson. Alors pour remettre en perspective, Thierry Ardisson avait reçu Tristan Banon dans une de ses émissions qui était diffusée sur Paris Première, qui se faisait autour d'un dîner. Et dans ce dîner-là, elle confiait qu'un homme politique, ça avait été bipé d'ailleurs à l'époque, l'avait violé. Et suite à cet extrait, dans le documentaire, Thierry Ardisson reparle de ce moment. A dégrafé mon soutien-gorge, j'ai essayé d'ouvrir mon jean. Quand je dis j'adore, c'est j'adore, parce que ça, je sens, c'est sulfureux, ça va faire du buzz. J'adore. Mais voilà, non, je dis pas j'adore le viol. Hein. Enfin, je veux pas dire que
J'étais ultra choqué parce que des hommes politiques qui sautent sur des jeunes filles ou des jeunes femmes, il y en avait beaucoup, il y en a encore. Le libertinage, les soupes et fins du XVIIIe siècle, ça fait partie de la culture. Ça fait partie de la culture. Oui, le libertinage. Et il ne justifie pas le viol, contrairement à Jack Lang, qui a largement minimisé je reviens sur lui, parce que moi, c'est ce qui m'a le plus choqué dans ce documentaire, où il parle d'amour, en disant c'est de l'amour, etc. Maxime, vous... Oui, mais je crois que ce sont des propos qui datent du siècle dernier. C'est vrai qu'il y a une sorte de confrontation, de différenciation entre ce qu'il a pu dire et ce qui est aujourd'hui le cas. C'est vrai que l'affaire DSK, c'était un petit peu ce qui a initié le mouvement MeToo. Et aujourd'hui, ce documentaire tombe à point nommé. Et c'est pas étonnant que les autres pays sur Netflix cartonnent autant, parce qu'on se rappelle peut-être que ça avait fait un tsunami dans tous les médias du monde entier, et pas simplement en France. Ouais. Et puis il faut aussi remettre les choses que sans cette histoire de Nafissatou Diallo, on aurait continué à penser que Tristan Banon avait menti, ou elle en faisait un petit peu trop. Et elle raconte très bien aussi que c'est aussi grâce à cette histoire qu'on a enfin cru ce qu'elle racontait sur DSK. C'est ça aussi qui est très choquant, c'est que DSK était connu comme un prédateur dans le milieu, voilà. Certains disaient c'est un séducteur un peu lourd, voilà. Mais sans cette histoire de Nafissatou Diallo, DSK déjà serait peut-être notre président, et il serait, ce n'aurait pas eu cet écho-là. Il y avait peut-être d'autres affaires qui l'auraient plombé, comme l'affaire du Carlton, etc., et qui ne seraient pas allées au bout, mais celle-ci a été particulièrement... Mais le documentaire rappelle bien aussi qu'il y avait eu, juste un an avant l'affaire avec Nafissatou Diallo, ce cas avec une collaboratrice du FMI, et où justement cette collaboratrice-là, ça a ruiné sa carrière, quoi. Et il a obtenu gain de cause, et voilà. Donc il y avait un moment où il y avait quand même des éléments qui permettaient de voir le personnage, de prévoir. C'est pas tombé de nulle part. Et il a annoncé d'ailleurs que lui accepterait pour la première fois de parler dans un documentaire qui est en cours de tournage. Et donc je pense que ça sera une certaine réponse à ce documentaire que vous pouvez aller voir sur Netflix. Avec une séquence scandaleuse chez Cyril Hanouna, avec, comment il s'appelle Deray, journaliste qui, j'ai oublié son prénom, qui a largement défendu DSK encore une fois. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune contradiction. Ils ont été nombreux à le défendre au début. Oui, mais là encore aujourd'hui. Donc c'était assez étonnant. Allez. Les coups de cœur Les coups de cœur. Alors, votre coup de cœur, Fabien Randan? Alors, c'est l'annonce qui a été faite de l'accueil de l'Eurovision Junior 2021 en France. Ça a été confirmé par la chaîne suite à la victoire de Valentina en novembre dernier. Voilà, donc la France va accueillir un événement Eurovision. Et allez hop, 5 millions. Voilà. Du service public. Je ne sais pas quel est le entre coût 4 et 5 millions le coût de l'organisation. Donc voilà, à voir, ça va être une année où... Enfin, s'ils viennent ici, parce qu'on ne sait pas où on sera le Covid. Voilà, il faudra voir, espérons qu'en novembre, puisque c'est généralement en novembre qu'a lieu le concours, ou tout début décembre, les choses se seront arrangées à ce niveau-là. Oui, et puis les 12 candidats qui ont été annoncés, c'est la grosse info, Valérie. Les 12 candidats qui vont représenter la France à Rotterdam. Et, alors il y a une candidate, je pense que vous êtes au courant, Fabien, une candidate qui s'échappe un petit peu du lot. Et, la tête, et beaucoup de gens pensent que les gens vont... Alors, ça va être un vote qui va être organisé par France 2 en janvier. Tous les candidats vont être présentés. Vous pouvez aller sur les sites voir les candidats qui ont été proposés. Et j'ai un trou parce que je vous ai écrit le nom de la candidate. Elle s'appelle Barbara Pravi. Voilà, Barbara Pravi, qui chante Voilà. Voici un petit extrait. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez de cette fille. Vous écoutez que 4 secondes, Valérie. Mais comme vous êtes. Enfin, c'est pas très Eurovision. Vous qui avez l'air d'être un peu un spécialiste de l'Eurovision, Fabien Randas. C'est pas très joyeux. C'est pas très joyeux. Et puis l'Eurovision, ça gueule, quoi. Le Portugal avait gagné en 2017 avec Salvador Sobral, qui avait une chanson très sobre, très douce, etc. Moi, ce que je note, c'est effectivement cette chanson fait partie de celles qui a de très bons retours, puisqu'elle incarne, jugée par les commentaires, notamment sur YouTube,
elle incarne quelque chose de la chanson française, quelque chose de. Les internautes disent, elle dégage quelque chose de très français. It's so French. Elle a un petit côté Edith Piaf avec sa robe noire et autres, et une chanson un peu triste. Non mais ne regardez pas Maxime, comme ça, vous en pensez quoi? Je trouve que c'est une très bonne idée de pouvoir mettre en avant 12 différents chanteurs, faire une grande émission en direct, qui sera d'ailleurs, je crois, co-animée par Stéphane Bern et Laurence Boccolini, ce qui est un très bon duo. Je pense qu'ils sont assez légitimes dans la mesure où ils sont passionnés par ce concours. Et puis, voilà, c'est un moment pour créer l'événement, et puis rien ne vaut l'Eurovision pour ça. Non, absolument. Et vous vouliez préciser quelque chose sur la chanteuse? Oui, Barbara Pravi, qui n'est pas une inconnue dans l'univers de l'Eurovision, puisque c'est elle qui a coécrit la chanson avec laquelle Valentina a gagné cette année, et qui a coécrit également Bim Bam Toi de Carla l'an dernier. Donc voilà, du coup elle est dans un autre registre là, et il me semble que l'émission sera plutôt en février. J'ai vu sur des artistes sur Instagram qui annoncent dans leur story que les votes seront ouverts en février. Donc est-ce que l'émission sera programmée en février? Allez, il y a des premier trimestre. Maxime, vous, c'est un coup de gueule? Ah non, pas de coup de gueule, mais moi c'est un coup de foudre pour Mariah Carey Magical Christmas Special que vous pouvez retrouver sur Apple TV+. Vous savez, c'est la plateforme d'Apple. Et si vous voulez vous plonger dans l'univers de Noël avec un côté kitsch, magique, drôle, féerique pendant 1 heure, c'est un show musical avec Mariah Carey, avec ses jumeaux, il y a Ariana Grande et Jennifer Hudson, Snoop Dogg. Ça fait du bien, parce que Mariah Carey est quand même devenue indissociable des fêtes de fin d'année depuis son tube All I Want for Christmas Is You. Oui, mais je n'ai pas compris pourquoi son chien avait disparu à un moment. Ça c'était dans l'interview. Dans l'interview. Montage. Ah oui. Ah voilà, et le chien a complètement disparu. Non, je pensais que vous aviez, en lisant ce qui était sur ma petite fiche, je croyais que vous ralliez ce qui serait peut-être mon coup de gueule contre ces faux publics, ce qu'on a pu entendre au Energy Music Awards. Oui, c'est exact, mais c'est un petit peu brouillé tout ça. Ouais. C'est vrai que c'était un peu embêtant. Et tous les artistes ont eu cet écho. D'ailleurs, à la fin de la cérémonie, vous aviez les oreilles comme ça. Je n'ai pas compris, parce qu'artistiquement, ça apporte plus rien. Ça apporte, on verra ça apporte pas grand-chose. La même erreur avec les Enfoirés, Valérie. Parce que les Enfoirés ont annoncé, alors ça va être très bizarre, la troupe des Enfoirés qui joue avec le public, on voit le public. Les chansons sont souvent filmées avec le public. Les Enfoirés, qui est le grand rendez-vous de TF1, va se faire sans public. C'est-à-dire sans les rires, sans les applaudissements, sans les... Je sais pas comment ça va. Ça va faire du Mariti et Gilbert Carpentier, peut-être, avec des petits tableaux comme ça, des duos. Ils auraient raison de changer la forme et de pas coller exactement à la forme traditionnelle. Coup de gueule, moi c'est Sébastien Toen, mon coup de gueule. Alors, c'est pas contre lui, c'est contre son licenciement. Oui, alors pour juste résumer l'histoire, Sébastien Toen, qui est un des trublions de Canal+ depuis des années, a accepté de tourner, en ayant prévenu sa direction, une pub pour Winamax qui faisait la parodie de l'émission de Pascal Pro, qui s'appelait Pascal Prono. Parce que c'est le pronostic de Winamax. L'heure des pronos. On a un extrait, mais comme on est pressé par le temps, on peut mettre un extrait pour nos auditeurs. Un petit extrait. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes complices de Daesh. Pourquoi? Non mais pardon, mais il a raison. Mais vous niez la réalité. Mais respectez le drapeau. Bon, la Hadine aujourd'hui, il pisse dessus. On ne parle pas de football. On est en train de crever et vous jouez avec la peur des gens. Vous êtes anxiogènes. Si vous me le permettez. Oui, mais je vous le permets, bien sûr. C'est de l'humour, ça ressemble beaucoup effectivement à l'ambiance même Pascal Pro l'a appelé pour lui dire que ça l'avait fait rire, mais ça n'a pas du tout fait rire Vincent Bolloré, je pense, et Canal+. Donc, et donc Sébastien Toen, après des années, c'est plus de 12 ans ou 15 ans à Canal+, a été licencié. Alors il y a eu une explication du patron des programmes qui a dit que c'était plus le fait d'un autre comique qui est dedans. Mais surtout, où ça a rebondi hier, c'est que il y a eu une pétition des journalistes sportifs la semaine dernière, et des journalistes pas que sportifs, de la rédaction de la chaîne. Et dans cette pétition, il n'y avait pas la signature de Stéphane Guy, qui
présente les émissions sportives et qui connaît bien Sébastien Toen. Et donc, du coup, en direct, il a fait un clin d'œil. Ouais. Juste peut-être pour saluer l'ami Sébastien Toen, qui n'a peut-être pas eu la sortie qu'il aurait mérité. On lui souhaite bon vent, et puis on sait que le bel esprit de Marie Portolano permettra d'assurer la continuité dans le Canal Sport Club. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et comme le disait Coluche, l'un des pères fondateurs de notre belle chaîne Canal, Habib, il faut se méfier des comiques parce que quelquefois, ils disent des choses pour plaisanter. Ouais. Alors évidemment, tous les journaux ont repris que durant un match de football, il avait parlé de cette affaire, qu'enfin il s'impliquait, qu'enfin il soutenait Sébastien Toen. Et ben mal lui en a pris parce qu'hier on a appris qu'il avait été suspendu par Canal+, et qu'il allait passer aussi devant un comité pour juger de la suite apportée sur l'affaire. Moi je trouve que c'est la fin de ce qu'on appelait l'esprit Canal+. Fabien, vous en pensez quoi? Vous l'avez traité dans 20 minutes? Oui, on l'a traité, et effectivement, oui, c'est l'esprit Canal est mis à mal, et ça en dit surtout que c'est un soutien qui est très confraternel, qui n'est pas non plus d'une virulence. Non, c'était pas d'un engagement. Voilà. Maxime Guény. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, comme je suis un collaborateur du groupe Canal pour travailler pour une chaîne voisine, donc je passe mon tour. Bon, vous passez votre tour. Écoutez, c'est vrai. Moi, je trouve qu'il n'y a plus d'esprit Canal, et je trouve qu'on devrait avoir encore le droit. Il y a Groland, il reste Groland. Il reste Groland. Et Brout. Et il avait demandé l'autorisation. Et Brout, absolument. Et il avait demandé l'autorisation. Donc, du moment qu'il y a l'autorisation de sa direction, c'est ça qui est dur, compliqué. Et alors, ça aurait peut-être pu passer par un licenciement, une suspension d'antenne. Pas un licenciement, une suspension d'antenne. La une de 20 minutes aujourd'hui, c'est le monde du spectacle, c'est ça? C'est ça. C'est les cinémas qui ne rouvriront pas avant janvier, février, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore, oui. Donc vous avez effectivement consacré tout un dossier à ce sujet. Voilà. Merci. On rappelle, Maxime Guény, que vous serez le 1er janvier aux manettes du plus grand magicien du monde, les Mandraques d'Or, aux côtés de Charlotte Bermond. Et c'est un rendez-vous chaque année qui passionne les grands et les petits. On sait que vous êtes passionnés de magie. Merci à vous. Merci à tous les deux. Merci à vous. On se retrouve. Vous savez qu'on dit même que ça serait lui le magicien caché de incroyable talent. C'est vrai? Ouais, c'est vous ou pas alors? Je peux rien vous dire. Regardez le 15 décembre sur M6. Non mais c'est vous ou pas? Il faut regarder le 15 décembre. Vous croyez qu'il veut vous dire? Le 15 décembre. Allez, on se retrouve nous tout de suite avec Gérard Collard. À tout de suite.